Bienvenue sur Mental Waves, je suis Lily, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler ensemble de chamanisme, du retour de ces pratiques en Europe, de ces rituels et leur pouvoir sur nos vies. Et pour cela, j'ai la joie d'accueillir le créateur de l'école du chamanisme unifié, l'un des tout premiers Européens à relayer le chamanisme dans les traditions des chamans mongols. Il est auteur de 22 ouvrages, réalisateur, enseignant spirituel. Vous le connaissez très certainement, il s'agit de Arnaud Rioux. Bienvenue Arnaud. Bonjour Lily, bonjour à tous. Au nom de l'équipe de Mental Wave, on est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta Avec présence. plaisir. Ça fait plus de 30 ans que tu es sur la voie spirituelle, sur le chemin du chamanisme, 20 ans que tu écris des livres, donc tu dois en avoir un petit peu assez de répondre à cette question. Mais est-ce que tu veux bien raconter aux personnes qui nous regardent aujourd'hui sur Mental Wave comment tu en es arrivé au chamanisme? Et je fais en sorte, même si on m'a posé la question plein de fois, je fais en sorte la réponse soit toujours nouvelle parce que la vie est toujours nouvelle et merveilleuse. Et comment je suis arrivé au chamanisme, c'est toujours délicat de savoir à quel moment les graines ont été semées, quand il y a quelque chose qui se passe, où sont les sources. Mais c'est plus loin que je revienne en arrière. Quand j'étais enfant, j'avais une sensibilité, comme beaucoup d'enfants, en fait, ça n'a rien d'extraordinaire, mais j'avais vraiment une sensibilité peut-être qui m'a servi comme fond pour savoir que c'est naturel de communiquer avec l'invisible, pour savoir que c'est naturel de percevoir des présences, que c'est naturel de pouvoir soigner avec l'imposition des mains, etc. Et puis, dans ma jeune vie d'adulte, je me suis un peu écarté de tout ça pour mener une carrière professionnelle. Et puis, c'est à la suite d'un accident de voiture qui a été suivi d'une maladie quand j'avais 24 ans, où là, je me suis rendu compte que en fait, j'étais pas sur mon chemin, ou plutôt, j'étais coupé de ma voie spirituelle et que j'étais assez en souffrance de ça, comme si ma vie avait pas de sens, comme si je tournais en rond, comme si j'aspirais à quelque chose de plus grand que je ne touchais pas. Et je suis parti en Inde, je suis parti au Tibet, je suis parti à la rencontre des lamas, dans un premier temps dans la tradition bouddhiste du Vajrayana. Et puis, progressivement, j'ai réalisé que les lamas sont aussi des chamans, puisque l'origine du lamaïsme, du bouddhisme et l'origine du chamanisme se retrouvent à la source. C'est une forme d'animisme qu'on appelle le Bo, qu'on appelle le Dzogchen, qui sont différentes formes qui nous rappelle que tout est vivant, que les esprits sont vivants. Et donc, naturellement, j'ai surtout eu l'impression, en fait, de me reconnecter à quelque chose que je savais être, ou réapprendre quelque chose que mon âme savait. C'est vraiment ça, plus que... Et le chamanisme est une voie de déconstruction. Donc, je suis parti, oui, en Inde, au Tibet, dans différents pays d'Asie, et c'est en Mongolie que j'ai vraiment renforcé le lien avec les chamans, puisque c'est eux, en fait, qui m'ont reconnu ma lignée, et notamment grand-mère Tunji Sayengat, qui est un chef spirituel mongol, dans la tradition Gerling-Urgoud, des relayeurs mongols qui invoquent leurs esprits. C'est elle qui m'a reconnecté à mes ancêtres, et c'est à partir de là que j'ai transmis aussi cette dimension du chamanisme mongol. Ah, c'est très beau, un retour, c'est fou parce qu'on dit que la trentaine, alors tu avais 25 ans, mais que la Ouais. trentaine, c'est reconnecter à ses rêves d'enfant et se rendre compte qu'au final, c'est ça qu'on est censé faire dans sa vie. Tu es revenu à ça. Alors, en fait, j'ai l'impression que profondément on sait ce qui est bon pour nous, on sait quand on est aligné, on sait à quoi notre âme aspire, et plus on est proche de notre âme, plus on le sait. Simplement, des fois, on a du mal à passer à l'action parce que on ne sait pas très bien. Il y a la personnalité aussi. L'âme, elle est insérée dans la personnalité. Et la personnalité, elle est dans ce monde hyper matérialiste, hyper coupé de ses racines, hyper coupé du sens, coupé des rituels. Et donc, en fonction de notre karma, de nos vies passées, certaines âmes se plaisent très bien dans ce monde matérialiste et se posent aucune question existentielle. Ils sont juste à faire leur métier, s'occuper des enfants, leur vie ordinaire, sans aucun jugement de ça. Et voilà, ils ont une forme d'épanouissement avec ça. Et d'autres âmes ont peut-être une force spirituelle plus forte qu'elles ont besoin d'incarner sur cette terre, et ne se plaisent pas dans ce monde trop matérialiste. Alors, pour autant, on n'a pas à quitter ce monde, à l'incarner vraiment, mais à l'incarner en incarnant justement nos valeurs spirituelles. Ouais, bien sûr. Ah, c'est beau ce que tu dis. C'est vrai que des fois, il y a un jugement un petit peu dans le monde spirituel entre ceux qui s'intéressent, ceux qui ne s'intéressent pas, alors qu'au final, nos âmes, elles viennent chercher ce qu'elles ont à chercher et certaines s'y plaisent très bien.
Oui, puis pour moi, on n'a qu'une seule vocation, c'est d'être heureux, point barre. C'est Mmh. c'est aussi simple que Aussi ça. simple que Si la ça, spiritualité ne nous rend pas heureux, faut surtout pas, méditer, il faut arrêter tout ça. bien sûr. Si la vie matérielle et de faire les boutiques et de ça nous rend profondément heureux, faut pas aller méditer, il faut continuer ça, mais simplement, des fois, on se pose un peu la question parce qu'on a l'impression qu'on est heureux et on est juste dans des circonstances extérieures favorables. Et Mmh. quand ces circonstances changent, d'un seul coup, il y a un effondrement. Là où le bonheur ne dépend pas des circonstances favorables, on est heureux parce qu'on s'est trouvé, parce qu'on est en lien avec notre âme, parce qu'on a trouvé notre rôle, notre vocation sur la terre, et donc on est heureux tout simplement. Mais c'est pas uniquement la spiritualité. Je connais des gens qui n'ont jamais lu aucun livre spirituel, qui n'ont jamais fait aucun stage de développement personnel, mais qui ont le cœur grand ouvert, qui s'occupent de leurs enfants, qui s'occupent de leur jardin, qui s'occupent... Et c'est pas la peine d'aller méditer s'ils sont bien avec ça. Moi, je veux pas changer qui que ce soit, hein. Chacun sa voix. Et la tienne, c'est celle du chamanisme. On entend Ouais. beaucoup de choses autour du chamanisme. Comment toi, tu le définis quand tu rencontres quelqu'un qui peut-être, beh, justement est heureux dans cette voie, matérialiste et qui ne connaît pas forcément, mais il y a une petite étincelle de curiosité? Oui, c'est toujours délicat parce qu'il y a le chamanisme, ça existe depuis le paléolithique, ça existe sur les 5 continents, et donc entre le chamanisme qui est pratiqué en Amazonie brésilienne, le chamanisme qui est pratiqué en Mongolie, dans les steppes de l'Oural, le chamanisme de nos ancêtres à nous les Celtes, ou le chamanisme, d'Arizona ou de la forêt de Bornéo, ça n'a quelque part rien à voir, et en même temps, dans tous les cas, le chamanisme va reconnaître que tout ce qui vibre est vivant, a un esprit. Donc la rivière est vivante, la forêt est vivante, les animaux sont, enfin, tout a eu un esprit, tout a une âme. Et peut-être à la différence de notre culture hyper moderne, où nous on se met comme la seule espèce ayant une âme et tout le reste est inanimé, donc les végétaux, les animaux sont juste là pour nous servir, ça c'est la vision hyper matérialiste. Pour les chamans, la vie d'un arbre, la vie d'un ours, la vie d'une poule a autant d'importance que la vie d'un humain. Chacun vient sur la Terre avec une vocation différente, et donc on va prendre soin, simplement. Et on prend soin aussi bien du monde visible que du monde invisible, c'est-à-dire le monde de nos ancêtres, le monde des esprits de la terre, des esprits de la forêt, des esprits de la rivière. Et c'est quelque chose de complètement naturel. Et ce qui est étonnant quand je regarde ça, c'est que je vois des gens des fois qui ouvrent des billes comme ça en se disant: «Mais tu crois à tout ça?» Et ce qui est fou, c'est de voir que sur, peut-être, je sais pas, les 3/4 des pays du globe, ces forces chamaniques sont encore présentes, que ce soit au Brésil, que ce soit en Mongolie, que ce soit il y a naturellement en Chine, au Japon, en Indonésie, on va rendre hommage aux ancêtres, on va rendre hommage aux esprits, et chez nous, c'est assez récent qu'on se soit coupé de ça, parce qu'il y a encore un siècle, on était très très connectés avec les esprits de la terre, nos ancêtres paysans. Moi je suis d'origine bretonne, il y avait toute une tradition druidique qui était là, il y avait par la guérison, par la divination, et c'est très récent finalement qu'on se soit coupé. Donc le chamanisme, c'est notre essence, c'est notre nature et c'est notre source. Pourquoi il a disparu de chez nous, justement, de nos sociétés, allez, européennes, de l'Ouest? Bah, il y a 2 raisons, enfin, en tout cas principales. La première, c'est l'arrivée du christianisme qui a d'un seul coup, plutôt que de dire le Dieu, le divin est partout et tout est sacré, on a dit il y a un Dieu, il est à l'église, il s'appelle Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est à lui qu'on va, et donc arrêtez vos pratiques qui rendent hommage aux ancêtres, qui rendent hommage à la forêt, qui rendent hommage aux animaux, qui rendent hommage à la lune, au soleil, au solstice, aux équinoxes. Arrêtez tout ça, concentrez-vous juste. Et le christianisme, avec la force de l'Église, que l'Église a eue depuis l'arrivée au IIIe siècle, de différents papes qui ont complètement forcé les consciences, quelque part, à abandonner ces croyances anciennes. Et donc, il y a eu une transition, un passage entre le druidisme, qui était très intégré dans tous les villages, et qui progressivement, eh ben, on a posé des églises sur les lieux sacrés, et puis on s'est concentré uniquement ça. Et donc, ce qui est intéressant, j'étais au Kenya il y a quelques mois, et c'est la même histoire, c'est-à-dire que les Kenyans
les Maasai qui sont en lien avec une sagesse ancestrale très forte, les pratiques pour faire tomber la pluie, les pratiques pour rendre hommage aux ancêtres. Quand l'Église est arrivée assez récemment, c'est dans les années 30 ou 40, on leur a demandé d'abandonner leurs traditions et de se tourner, c'est tous les missionnaires qu'on a eu en Amérique du Nord, qu'on a eu en Afrique, et donc progressivement, chez nous, ça a été beaucoup plus fort, parce que l'Église s'est associée avec l'État pendant 13 siècles pour éradiquer toutes les formes de druidisme, de sorcellerie, et donc ça a été les bûchers, ça a été les délations, ça a été les sorcières et les druides brûlés, et qui ont été interdits de pratiquer. Donc ça, c'est sûr que ça nous a coupé de nos traditions. Et puis la deuxième raison, ça a été l'hypermatérialisme depuis la révolution industrielle, qui nous a fait nous considérer comme souverains sur cette terre, et donc nous couper de nos racines, développer un ego démesuré, et se couper de notre source finalement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on se rend compte qu'on a autant de difficultés dans ce monde matérialiste moderne, c'est qu'on n'a pas respecté les lois spirituelles qui régissent le monde. Donc ça donne les résultats qu'on a avec un monde qui s'effondre, le monde matérialiste s'effondre, puisqu'il ne repose sur aucune loi spirituelle universelle. Spirituelle, c'est pas religieux, c'est rendre hommage aux directions, aux éléments, à tous les règnes, quoi. C'est quelque chose de naturel. Et c'est ce qui fait qu'ici, aujourd'hui, le chamanisme est perçu comme une pratique exotique, Ouais, marginale, alors qu'il y a, au final, peu de temps à l'échelle humaine. Nous bien sûr. étions tous immergés dans cette façon de vivre, de penser et d'être. Et pourtant, tu es suivi en francophonie par un demi-million de personnes. Donc il y a quand même un engouement fort, un retour, un appel du cœur, de l'âme. Comment tu l'expliques? Je crois qu'il y a eu cet appel au matérialisme depuis la révolution industrielle jusque peut-être dans les années 80 ou 90, je ne sais pas, mais avec et aujourd'hui de se rendre compte que ce monde matérialiste ne nous nourrit plus. Mmh. Et donc le fait d'avoir une grosse voiture, d'avoir une garde-robe hyper chargée de vêtements fabriqués en Chine pour 2 euros, c'est pas ça qui va nourrir notre âme. Et donc, ce qui va nourrir notre âme, c'est autre chose. Et donc, il y a cette désertion quelque part, pour certains, hein, d'autres continuent à se raccrocher aux branches, mais pour beaucoup, c'est de se dire on s'est coupé de nos racines, on s'est coupé de la nature, donc on ne considère la nature que comme des ressources pour servir nos besoins, et on s'est coupé de la dimension sacrée, on s'est coupé même entre nous. Les rituels, par exemple, permettent de faire, de réveiller l'esprit du clan, l'esprit de la tribu. Nous, on est arrivé à quelque chose de très, très individualiste, même au sein des familles. Les familles s'éclatent, les clans s'éclatent, et donc on arrive à une civilisation où chacun est très, très individualiste, très matérialiste, et ça n'apporte pas le bonheur. Il suffit simplement, j'étais avec il y a 15 jours de ça, j'étais à Strasbourg avec des représentants des chamans, des peuples premiers, des Navaros, des Mayas, des Mexicains, de la forêt de Bornéo, etc. Enfin, différentes traditions. Et on est allé au Parlement européen pour faire une Merveilleux. conférence, une présentation. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir tous ces chamans avec les plumes colorées, qui regardaient notre monde en disant on comprend pas, quoi. Vous avez tout ce qu'il vous faut, vos frigidaires sont pleins, vos voitures marchent, vos routes sont goudronnées, et vous faites tous la gueule, vous êtes tous habillés en gris. Et nous, on se fait rapter, kidnapper nos enfants, les femmes risquent de se faire violer, on n'a pas d'eau, et on est toujours en joie. Et donc c'était une telle claque qui nous montre vraiment, si on avait besoin de le revoir en face, que c'est pas ce monde matérialiste qui nous nourrit. Sinon, tous les riches seraient épanouis, heureux, chanteraient et danseraient, mais c'est pas le cas, quoi. OK. Tu es président, hein, de Terra Anima, une association qui soutient le message des peuples premiers au monde Ouais. moderne. Quel est, justement, le message que ces peuples aimeraient nous dire et sont venus, passer du coup, au Parlement européen? Le message, ils nous appellent souvent, nous, les Occidentaux, les petits frères les petits frères de la Terre, quoi. C'est-à-dire, ils nous disent: «Vous êtes étonnants parce que vous avez une forme d'intelligence, vous êtes capable de détruire les ressources, vos ressources, c'est-à-dire les forêts, c'est-à-dire l'air qui est pollué, c'est-à-dire» on sait aujourd'hui, par exemple, que la pluie, on a vu ça dans le Vercors, on retrouve dans l'eau de pluie 27 produits phytosanitaires interdits en Europe. Donc, on est dans une espèce de délire aujourd'hui qui est donc on est capable de détruire nos ressources, on est capable de mesurer à quelle vitesse on détruit nos ressources, et une fois qu'on a fait ça, on accélère. Donc ils nous disent, on ne vous comprend pas, c'est quoi la logique? Et il n'y a aucune logique à ça. Donc le message des peuples premiers, il est simple, il est, un,
on fait tous partie d'un même système et on ne peut pas dire l'Occident va grandir au détriment de l'Orient, au détriment de l'Afrique, au détriment du Brésil, ou je sais qui. La Terre est un seul et même planète et donc la souffrance des uns va affecter la souffrance des autres. Donc on a besoin de prendre soin les uns des autres. Le monde est un écosystème parfait entre le monde humain, animal, végétal, minéral et invisible, et cet équilibre a besoin d'être respecté, et si on ne le respecte pas, on en meurt, et c'est ce qu'on a. Et donc à partir de là, c'est de nous révéler peut-être à nos trois intelligences, l'intelligence intellectuelle qui dit je crois, l'intelligence du cœur qui dit je sens, et l'intelligence vitale qui dit je sais. Et le chaman s'appuie vraiment beaucoup sur son intelligence vitale et son intelligence du cœur. Là où l'occidental, je fais un peu une généralité bien sûr, mais s'appuie beaucoup sur l'intelligence, je crois, il faut, on doit, et c'est ce qui fait que ça nous rend si peu heureux, quoi, qu'on ait, il y a beaucoup de souffrance en Occident, beaucoup, Et d'où cet engouement de beaucoup de gens pour le bien sûr. chamanisme, puisqu'on revient à cet alignement entre nos 3 Ouais. intelligences, bien sûr. Et c'est vrai que quand on pense au chamanisme, tu parles des peuples premiers, on pense souvent aux peuples d'ailleurs, à des pratiques d'ailleurs, mais je me demande quelquefois si ça éloigne pas certaines personnes qui peut-être, bah, ont du mal à ressentir un lien ou à se voir dans des pratiques qui viennent de loin, alors qu'au final on avait une sagesse, une voix propre à la France, à l'Europe Bien sûr. qu'on a oubliée. Est-ce que cette sagesse, elle existe encore? Elle existe encore, mais tu vois, si on regarde, par exemple, partout où je vais quand je voyage, je vais je sais pas, je vais n'importe où, en Inde, au Tibet, ou même au Maroc, dans le désert, il y a un moment où en Mongolie, ils vont faire le chant du soleil, et puis après le chant du mariage, et puis après la danse de l'aigle, et puis tout le monde la connaît, tout le monde la fait ensemble, ça existe depuis la nuit des temps. Et nous, quand on nous dit, OK, allez-y à vous maintenant de chanter votre folklore, c'est-à-dire nos danses traditionnelles, nos chants traditionnels, on a complètement perdu ça. On se retrouve avec des variétés, des chansons de variété, mais on n'a pas de folklore. On n'a pas de folklore français, ça n'existe pas. On a un folklore régional qui est très fort, folklore breton, corse, basque, occitan, qui est très fort encore, avec des danses, des chants, etc. Mais le folklore français, on n'a pas, ça n'existe pas. Enfin, très peu. Parce que ça a été perdu. Donc c'est sûr que quand on est en lien, le druidisme par exemple, il y a un mouvement druidique qui existe et qui rend hommage aux traditions ancestrales, aux traditions celtes, aux traditions druidiques, et c'est une vibration, mais voilà, après c'est une vibration qui pas qui a disparu, mais qui a pratiquement disparu pendant 13 siècles, et ensuite ça va être une question de sensibilité. Ce qui est sûr pour moi, c'est que la spiritualité, le chamanisme ne doivent jamais être une fuite. Voilà, si c'est pour fuir notre quotidien et d'un seul coup aller vivre avec les serpents à plumes pour oublier notre quotidien, on est à côté de la plaque. Mmh, On est incarné en Occident, on vit en Occident, on oui. peut aller chercher les outils. La méditation, typiquement, aujourd'hui, tout le monde peut méditer. La méditation, elle vient d'où? Hein, est-ce que c'est le Bouddha qui l'a amené? Est-ce que, bah, en partie, oui, bien sûr, la méditation est la pierre angulaire du bouddhisme, mais pour autant, dans nos traditions aussi, les pères prieurs du désert, Thomas Merton et d'autres, etc., la méditation, la contemplation fait partie, mais c'est pas, voilà, donc on peut très bien méditer sans être tibétain. On peut méditer sans être bouddhiste. Le chamanisme, c'est pareil. On peut faire des pratiques, on peut faire des rituels en hommage à nos ancêtres, en hommage à notre lignée, en hommage aux 5 éléments, la terre, le feu, l'air, l'eau, l'espace, en hommage aux 4 directions, en hommage au peuple animal, peu importe. Et ça, pour ça, qu'on utilise de la sauge ou du genévrier ou d'autres, peu importe, ça n'a pas une grande importance. Les esprits ne sont pas dans cette dualité-là. C'est Ah pour ça ça que si j'ai appelé cette école que j'ai ouvert l'école du chamanisme unifié, mmh. c'est justement pour ne pas être dans la dualité de il y a ça qui est ça. Non, on me pose beaucoup la question, par exemple, c'est du chamanisme ou du néo-chamanisme. Aujourd'hui, on est dans une telle période de transition que des fois, on va opposer le chamanisme qui était il y a 500 ans et le chamanisme qui est aujourd'hui. Dans beaucoup de traditions, n'a plus rien à voir. Et même les chamans qui sont de plus en plus amenés à vivre en ville, à être coupés de leurs pratiques. Donc on a besoin, le chamanisme tout le temps se réinvente.
Mmh. il se réinvente. Et si on reste figé, on a besoin de connaître, de s'inspirer, d'apprendre des traditions anciennes, et en même temps, comment est-ce qu'on peut intégrer ces traditions ancestrales dans notre monde moderne? C'est difficile, par exemple, comment est-ce qu'on peut s'inspirer du chamanisme amazonien qui se pratique essentiellement par des plantes qui sont interdites en France? Comment on fait? On laisse en disant alors ça fait partie du passé ou ça fait partie d'ailleurs et on oublie? Ou alors on s'intéresse, on va chercher l'essence de ça, c'est-à-dire l'essence, comprendre la nature de l'esprit, trouver notre place sur la terre et trouver le bonheur. Et si on doit le faire sans plante, on le fait sans plante, il n'y a pas de souci. Mais on a besoin d'une grande capacité d'adaptation, et cette capacité d'adaptation, elle passe par le et non pas par le ou. Le ou sépare tout le temps. Le et unit, réunit et fonde. Ah, c'est très beau. Ça me fait beaucoup penser, ce que tu dis à la pratique du yoga, hein, où il y a aussi en effet des gros questionnements, notamment une Ouais. notion d'appropriation culturelle comme dans le chamanisme, mais au final de se dire: «Mais il y a des choses qui ont été conceptualisées, ritualisées, on a posé un cadre humain sur, des pratiques et des besoins qui sont naturels» et au final, voilà, tout comme le yoga, tout comme le chamanisme, de Mmh, mmh, partout, il y mmh. a des gens qui à un moment ont fait des mouvements corporels pour se reconnecter à soi, on fait des rituels, comme tu le disais, hein, dans ton livre, «La puissance des rituels» que j'ai eu le plaisir, de recevoir. Tu parles de ce petit rituel que tu as fait enfant pour déposer tes Ouais, larmes, puis 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, c'est ça. tu vas voir un praticien, un chaman qui te fait faire le même Le même rituel pour rituel. déposer ton chagrin et on voit à quel point, mais c'est naturel pour l'être Oui, humain c'est donc naturel. c'est peut-être un petit peu, voilà, un petit jeu de l'esprit de se dire: «Ah je peux pas faire ça, je suis en train peut-être de m'approprier quelque chose» ou C'est ça, et cette question de l'appropriation culturelle, enfin moi, c'est vraiment, vraiment une question qui me tient à cœur parce que côtoyant les chamans depuis 30 ans, ayant créé cette fondation Terranima qui aide donc les peuples premiers dans aussi bien sur leurs besoins premiers que sur la diffusion, la transmission de leurs enseignements. Donc on va parrainer des familles en Inde, on va forer des puits dans le désert, on va aider en Amazonie. Enfin, on a beaucoup d'interactions depuis 7 ou 8 ans sur 8 ou 9 pays dans le monde avec ces peuples premiers. Je suis très très attentif à ces questions d'appropriation culturelle. Et l'appropriation culturelle, c'est si je m'approprie une pratique à laquelle je n'ai pas été initié et que je dis je connais cette pratique et ça devient ma pratique, là c'est de l'appropriation culturelle. De la même façon, je ne sais pas, si je donne l'ordonnation l'ordonnation, pas le baptême, puisque le baptême on peut le donner, mais la confession ou encore ça c'est mais si je fais un mariage comment dire un mariage chrétien, c'est de l'appropriation. J'ai pas la légitimité en tant que non prêtre pour faire un mariage. Si c'est un mariage chrétien, et on a besoin d'être prêtre pour célébrer le mariage. Donc faire ça, ça serait de l'appropriation culturelle. Là, pour les chamans, c'est la même chose. Si je prends une plante, par exemple, à laquelle je n'ai pas été initié et je me l'approprie, c'est de l'appropriation culturelle. Pour autant, à partir du moment où j'ai été initié à une pratique qui vise en plus à être diffusée, c'est au contraire de la diffusion culturelle. Et ça, c'est très sain, il n'y a aucun souci avec ça. Mais ça nous demande juste d'être très attentifs pour se dire, tiens, cette pratique que j'utilise, cet accessoire que j'utilise, si dans une pratique, j'utilise ces grelots ou ces... Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? D'où ça vient? C'est quoi l'origine de ça? Si je le sais, que j'ai été initié à ça et que je le transmets, ça va. Sinon, c'est de l'appropriation culturelle. on fait avec conscience et pas pour le décorum et pas pour C'est ça, c'est exactement ça. bien sûr, ouais, ouais. Mais tout est l'appropriation culturelle, tout est l'appropriation culturelle. Quand un, quand un Brésilien danse sur une musique occidentale, c'est de l'appropriation culturelle. Et alors, on va lui interdire de danser. Il y a toujours une question d'intention aussi, hein. Ouais, Bah, j'aimerais bien qu'on fasse un petit focus sur ton livre, «La ouais, puissance ouais. des rituels». Je souhaitais lire une phrase. Tu Mmh. écris, tu décris: «Les rituels sont l'association d'une intention claire dans le monde invisible et d'une action précise dans le monde visible, qui s'appuie sur des mouvements, des gestes, des attitudes et utilise des accessoires adéquats». Elle est parfaite cette définition. C'est vrai que quelquefois, on se demande: «Mais qu'est-ce que c'est qu'un rituel? Est-ce que là c'en est un, là c'en est pas?» Tu dis bien que ce sont, des actions symboliques reliées à une intention qui relie en fait la terre et le ciel, l'intention et la matière.
Oui, parce qu'il y a des mots comme ça qui sont un peu fourre-tout et donc on se dit, voilà, ils se sont mariés, ça a été un beau rituel, je vais faire pisser le chien, c'est mon rituel du soir et puis je me mets du mascara, c'est mon rituel beauté. Non, c'est pas des rituels, c'est des habitudes, ça peut être des rites, mais c'est pas des rituels. Pour que ce soit un rituel, faut qu'on ait une association d'une action temporelle, donc matériel, qui passe par le corps, et d'une intention spirituelle. Je peux allumer une bougie parce que j'y vois rien, c'est pas un rituel. Il fait noir, j'allume une bougie, c'est pas un rituel. Maintenant, on va faire un entretien avec Lily, on va se concentrer, on va poser l'intention que notre énergie circule, on allume une bougie, ça devient un rituel. Mmh. Voilà. Donc, on a besoin d'associer, et puis si simplement je prie en disant je demande à ce que cette interview se passe bien, c'est pas un rituel, c'est une prière. Mmh. Donc pour que ça soit un rituel, il faut associer une action. J'allume une bougie, j'écris un mot, je coupe une ficelle, j'enterre une ficelle, je peins sur une pierre, enfin une action physique et une intention spirituelle. Là, ça devient un rituel. Est-ce que tu trouves qu'on vit aujourd'hui dans une société qui est en manque de rituels, qui en a besoin, je pense, De, puisque tu de, écris ce livre? De plus en plus, parce que là encore, dans ce grand matérialisme, c'est un peu comme si tout ce qui était lié au sacré, à la spiritualité, à la poésie, disparaissait parce que, jusque dans les crèches, dans les mairies qui disparaissent au nom de la laïcité, enfin tout ce qui nous ramène au sacré est en train de disparaître de plus en plus, parce qu'on va juger ça inutile. Mais on ne pourrait juste pas vivre sans rituel, ça serait impossible. Hein, je prends souvent cet exemple parce qu'il est fort. On vient de perdre quelqu'un dans la famille, il est où? Bah, je l'ai mis à la poubelle. C'est juste inimaginable, c'est horrible. Donc on va avoir besoin de sacraliser. Mais pourquoi on aurait besoin de l'enterrer, de passer de l'encens, de la sauge? Il n'a pas besoin de ça, il est mort. Bah oui, mais si on est coupé de la dimension spirituelle, on est coupé de notre humanité, on est coupé de tout, quoi. Et là, c'est la mort de l'humanité. Donc notre âme a besoin de rituels. C'est pour la mort, c'est pareil pour un mariage, c'est pareil pour une naissance, pour un passage, même des rituels laïques. Hein, des rituels laïques. Quand on trinque, c'est un rituel. Hein, on lève un toast, c'est un rituel. On ouvre un nouveau bâtiment, on va couper le ruban, c'est un rituel. On demande au maire de venir poser la première pierre, c'est un rituel. On fait une minute de silence pour les victimes d'un attentat, c'est un rituel. Donc tout ça, ça permet de souder les gens, c'est le ciment social, ça permet vraiment de renforcer le lien entre les uns et les autres, et les rituels sont juste indispensables sur cette terre. On a besoin pour garder notre humanité. Bien sûr, c'est très beau et c'est vrai que moi je me questionnais, est-ce qu'il y a une différence entre un rituel et de la magie? Tu parlais tout à l'heure, hein, de sorcellerie. Alors il y a des personnes pour qui le rituel, comme tu le dis, ça va être laïque, ça va peut-être aider psychologiquement à, voilà, à laisser quelque chose, à se détacher. Donc on peut prendre cette dimension-là. Mais dans le chamanisme, à partir du moment où tout a un esprit, et ben, on se dit que si on utilise des objets en particulier, Mhm. il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a peut-être l'esprit de Oui. cet objet qui entre, on appelle les esprits. Donc, dans quelle mesure on est dans de la magie à cet On endroit-là? est dans de la magie. Le rituel, c'est de la magie. Hein. C'est dès qu'on fait un rituel, on s'ouvre à la magie. C'est-à-dire que, je sais pas, si jamais tu veux développer ta prospérité, par exemple, ben, tu peux faire des investissements, tu peux faire des choses très très pragmatiques, et puis ça marche pas. Donc tu vas t'ouvrir à un rituel, tu vas d'un seul coup plier tes billets de telle façon dans ton portefeuille, tu vas mettre des grains de cannelle dans ton portefeuille, tu vas mettre une coupe de fruits avec des fruits jaunes, qui sont des rituels d'abondance et de prospérité. Et on pourrait se dire, mais en quoi le fait d'avoir une corbeille avec des fruits permet de renforcer mon abondance? Parce qu'on est dans la magie. Et il y a plein d'exemples comme ça. Tu mets ton appartement en vente parce que voilà, tu déménages, tu mets ton appartement en vente, et ça fait 6 mois que ça se vend pas. Mmh. Sur un plan matériel, on va te dire quoi? Bah, va voir les agences immobilières, va voir, Marché. voilà, fais des annonces, des trucs, des machins. J'ai fait ça et ça marche pas. Ok. Et puis quand on fait un rituel, quand d'un seul coup on se dit, est-ce que sur le plan spirituel,
il y a une raison à ça. Peut-être que les esprits du lieu sont pas prêts à me voir partir. Peut-être que moi, j'ai pas remercié suffisamment le lieu. Peut-être que moi-même, je suis attaché spirituellement, symboliquement ou de façon invisible à ce lieu. Alors, je fais un rituel qui correspond à ça. Hein, je remercie les esprits du lieu, je fais une offrande de pierre, de fumée, de feu, je remercie, et puis termine le rituel, et 2 jours après, j'ai une proposition pour mon appartement qui est exactement au prix que j'avais demandé. Et ça arrive tellement souvent, moi j'ai tellement de témoignages, je ne baigne que dedans, de gens qui me disent on a fait le rituel, ça fonctionne. Bah oui, parce qu'on s'ouvre à la dimension magique. Et la particularité de ça, c'est que ça nous demande d'avoir la foi, donc d'avoir la foi en quelque chose qui nous dépasse, de se dire je ne suis pas le seul, mais je ne suis pas le maître du monde qui contrôle tout. Il y a une force plus grande, peu importe comment, je ne vais pas la nommer ce matin, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle le grand esprit, qu'on l'appelle le divin, qu'on l'appelle Source, la voilà. source, la vérité, l'amour, peu importe, mais il y a une source plus grande que nous, qui nous réunit tous, dont l'essence est l'amour et l'harmonie, et quand on se connecte à cette source, on est beaucoup plus on est nous-mêmes dans un meilleur équilibre. Voilà. Mmh. Et quand on fait des rituels liés à la santé, liés à la prospérité, liés à l'amour, à l'affection, aux rencontres, un rituel qu'on fait il y a la semaine dernière avec une femme, 1 an qu'elle est coupée avec son fils qui veut plus lui parler, elle a envoyé des mails, des trucs et des machins, il ne répond plus, je ne veux plus te voir. On fait un rituel à 10h10. Euh, voilà, un rituel de réconciliation. Mais elle vient me voir à la pause en me disant à 10h10, il m'a appelé pour me dire c'est bon, ça fait 1 an qu'on se fait la gueule, il serait peut-être temps qu'on se réconcilie. Donc, comme moi, je n'entends que des histoires comme ça, plus j'entends ces histoires, plus ma foi se renforce, Oui. plus je fais les rituels. Donc c'est un cercle vertueux. Là où celui qui, moins il va faire ses rituels, moins il va avoir de résultats, plus sa foi va se désagréger. Bien sûr. Au final, depuis qu'on vit, de cette façon, ici, déconnectée des pratiques chamaniques, on vit comme si on était tout seul ici, il y avait que la Oui, matière, il y avait que nous et nos objets et on a oublié qu'on était entouré de plein d'esprits, de plein d'êtres qu'on ne peut pas, capter avec nos mains, mais quand on s'y connecte, quand on se reconnecte à eux, on est capable de percevoir leur énergie et les rituels, ils viennent nous remettre en lien avec eux, ils les réintègrent dans notre vie et on peut, voilà, bénéficier, de leur pouvoir. Ils ont la gentillesse, en fait, de recréer la relation avec nous et de nous aider. et c'est même plus qu'ils ont là, c'est ça a Mmh. la force de. Parce que quand on dit ah les esprits sont puissants, c'est comme si on était coupé. En fait, on est des êtres d'amour, on est des êtres, on est magique, on a cette capacité. Notre nature elle est magique. De toute façon, même dans la matière, c'est magique. T'imagines comment ça se passe, la naissance, la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule qui mesure 1 micron va donner un être humain capable d'aller sur la Lune, de traverser les. C'est juste magique. Donc quand on est connecté à cette magie-là, ça développe 2 sentiments, le sentiment de pouvoir et de rayonnement immense, et le sentiment d'humilité, parce qu'en même temps, on est des êtres, cette incarnation est très fragile. Et c'est dans cet équilibre, parce que le rituel nous invite à l'humilité, puisque quand on fait un rituel, on est détaché du résultat. Hein, c'est-à-dire que si je vais, par exemple, je reprends l'exemple de mon appartement que j'arrive pas à vendre, si je vais voir un conseiller en immobilier, je lui fais un chèque en disant vous me vendez mon appartement, j'attends un résultat, j'ai payé, je veux un résultat. Mais quand je fais un rituel, ça marche pas comme ça. Je suis détaché du résultat. Le rituel me met à l'épreuve de ma foi. Et donc, je vais poser ce rituel en disant, j'ai foi que ça fonctionne. Ah, ça n'a pas fonctionné. Tu crois? Peut-être sur un plan, ça n'a pas fonctionné, sur un autre, ça va fonctionner. Ça nous demande à nous libérer de l'enjeu, à développer notre foi. Et donc, ça développe l'humilité pour toucher notre puissance. C'est magnifique. C'est beau. On met dans le ballon et puis on laisse le ballon s'envoler et on Ça, c'est danse. exactement ça. Ah, c'est très beau et on a tous, hein, tu le disais, on a nos petits rites du quotidien qui ne sont pas Ouais, forcément des rituels. Toi, tu proposes dans ton livre des protocoles, des rituels plus ouais. plus structurés qui sont issus de certaines traditions. Est-ce que c'est sans danger de les pratiquer seul? Peut-être si on découvre, Non. qu'on n'a jamais été accompagné?
Non, non, c'est pas sans danger, c'est comme tout, hein. Est-ce que c'est sans danger de prendre sa voiture, de prendre une Ferrari pour aller en Italie? Non, non, c'est pas sans danger. Si on sait très bien conduire, si on a son permis de conduire, si on a déjà conduit les voitures de sport et si on est habitué à rouler plusieurs heures, il n'y a pas de souci. Les rituels, c'est pareil. Un couteau de cuisine, c'est pareil. C'est sans danger, ça dépend. Il y a des couteaux, tu passes un truc, ça te coupe un doigt. Donc, il y a un danger, ça demande des précautions. C'est pour ça que dans le livre, j'ai vraiment pris soin d'établir la définition du rituel, de quoi on a besoin pour le rituel, c'est quoi les précautions à prendre, et puis comment on peut avancer étape par étape pour, comment dire, pour faire les rituels qui nous correspondent. Parce que moi, mon but, c'est de développer l'esprit du rituel et que chacun puisse créer ses rituels. Mais pour ça, ça nous demande un peu de comprendre comment fonctionnent les énergies, comment fonctionne le rituel, sur quoi ça s'appuie. Et du coup, bah, je m'appuie sur énormément aussi bien de traditions que de beaucoup d'expériences que je partage pour que chacun puisse avoir cet esprit de rituel. Et le rituel, il est profondément lié au chamanisme? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Il est lié à la spiritualité d'une façon générale. Mmh. Et ce qui est particulier, c'est que bien sûr, dans le chamanisme est bourré de rituels, mais l'Église aussi est pleine de rituels. Hein, dès qu'on rentre à l'Église, on fait le signe de croix, on prend l'eau bénie, on fait, enfin, il y a tout le corps du Christ, le sang du Christ, c'est plein de rituels. Et ce qui est particulier, c'est pour ça j'en parle aussi dans le livre, c'est que les rituels sont tellement puissants, parce que là, on parle des rituels voilà, mais il y a d'autres formes de rituels. Il y a les rituels des loges maçonniques, il y a les rituels de la mafia, il y a les rituels des sociétés secrètes, il y a les rituels des gangs. Donc les rituels, c'est ce qui nous permet de nous connecter à notre pouvoir. Et ce pouvoir, soit on le laisse à d'autres, c'est-à-dire on le laisse aux hommes d'église, aux prêtres ou aux chamans, c'est pareil, on va leur laisser tout le pouvoir de faire les rituels, soit nous-mêmes, on s'intéresse en se disant, ok, moi-même, qu'est-ce que je peux développer comme pouvoir, puisque c'est de ça dont il est question. Le rituel nous ouvre à notre pouvoir. Donc si on s'autorise à être en lien avec ça, on va développer beaucoup de pouvoir. Et plus on a de pouvoir, moins les autres peuvent avoir de pouvoir sur nous. Ah, c'est marrant, en t'écoutant, je fais des liens avec, on conseille, hein, d'avoir une routine, Ouais, d'avoir, voilà, des choses, des rituels au final qui nous tiennent à cœur, qui nous font du bien, qui nous nourrissent et de les faire régulièrement et cette routine, cette discipline, elle amène en fait à un retour de son pouvoir, de sa capacité d'action, de sa vitalité et oui, en fait, il y a vraiment cette notion de quand je fais mes rituels, je c'est ça. retrouve mon pouvoir. C'est très beau. Oui, 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 c'est ça. On peut aller à la salle de sport et aller voir un coach et suivre à la lettre ce qu'il fait. Mais celui qui a ses propres routines corporelles, sportives pour se maintenir en bonne santé, bah, il est autonome, quoi, hein. Et puis on peut avoir des routines qui sont de plein de sens, qui vont nous permettre d'être en bonne santé physique, mais d'être en bonne santé mentale, relationnelle. Enfin, c'est toujours ça. Ça nous relie à notre propre pouvoir pour retrouver le bonheur par soi-même. Oui. Bon et puis s'il y a des personnes qui nous écoutent qui se sentent pas encore totalement prêts à y aller par eux-mêmes, mais qui ont un appel, un intérêt, un cri du cœur vers le chamanisme, comment on distingue aujourd'hui? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent, qui se réclament peut-être du chamanisme, ça et pour autant, ben, on a toujours une petite, voilà, comment on Attention, distingue l'authentique et la légitimité à mmh. partager du décorum un peu spirituel et du manque Ouais. Moi, d'authenticité? je distingue beaucoup parce qu'il y a dans notre culture moderne, il y a toujours ce truc que lui, c'est un vrai chaman, lui, c'est pas un vrai chaman. Et ça, c'est des questions qui existent depuis la nuit des temps. La première chose, c'est que on n'a pas besoin d'être chaman pour pratiquer le chamanisme. Autrement dit, le chamanisme, je fais la comparaison avec le docteur, comme ça on comprend très bien. Pour exercer en tant que médecin, j'ai besoin d'avoir mon diplôme de médecine, donc 7 ans d'études, internat, et cetera. Mais pour autant, moi, je peux prendre soin de ma santé sans être médecin. Je suis pas médecin, mais par contre, je prends soin de ma santé. Je fais attention à mon alimentation, je m'intéresse mon équilibre de tous mes systèmes, je prends soin de mon corps, je fais attention. Et donc, du coup, je me maintiens en bonne santé. Donc, je suis pas médecin, mais je sais me maintenir en bonne santé. Je peux prodiguer les conseils si on me demande, mais je suis pas médecin pour autant. Voilà. Le médecin, lui, va pouvoir, quand il a posé un diagnostic, et il va pouvoir
pouvoir poser une thérapeutique par rapport à ça. Voilà, c'est la différence. Le praticien en chamanisme, c'est pareil. Un praticien en chamanisme peut apprendre à développer son lien avec les esprits, apprendre à développer son intuition, apprendre à développer son sens des rituels. Ça fait pas de lui un chaman. Un chaman, c'est quelqu'un qui dédie sa vie, qui est reconnu par d'autres, qui a passé différentes épreuves, et donc ça fait pas quelqu'un de supérieur, c'est juste quelqu'un qui a la légitimité de pratiquer certains rituels un peu chauds, et voilà, c'est tout. Donc maintenant, à la question comment est-ce qu'on fait pour sentir l'un de l'autre, pour distinguer, bah, c'est bien de parler. Je crois qu'aujourd'hui, quand on achète un téléphone, on va se dire, voilà, il y a combien de mémoire, il y a combien de gigas, il y a je sais pas quoi, quelle fréquence, quel truc. On va poser plein de questions au vendeur. Il faut faire la même chose avec le chaman, hein. C'est quoi votre expérience? Qu'est-ce que vous avez comme résultat? Qu'est-ce que aussi naturellement que ça? Et puis à partir de là, écoutez ce qu'il vous dit, et puis sentir. Si jamais vous vous sentez pas à l'aise, si vous vous sentez oppressé, si vous sentez qu'il y a une prise de pouvoir, fuyez tout de suite, parce que votre corps, il sait, de toute façon. Vous pouvez rencontrer n'importe quel chaman ou praticien chamanique, vous n'avez pas besoin de regarder sa bio, hein. Vous ressentez ce que vous ressentez en sa présence. Et peut-être que vous allez sentir un appel, quelque chose qui va vous sécuriser, peut-être que vous allez vous sentir insécurisé. Ça ne veut pas dire que le chaman n'a pas de compétences, ça veut dire que c'est pas bon pour vous. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Moi, j'ai reçu des enseignements de chamans qui auraient fait fuir tout le monde, parce qu'ils étaient hyper provocateurs, mais je percevais derrière cette provocation qu'ils avaient un grand pouvoir. Donc j'ai appris avec eux, et j'ai très bien fait d'apprendre avec eux. Et d'autres chamans avec lesquels je me sentais très bien, avec qui j'ai pas appris grand-chose. Donc c'est juste, par contre, ce qui est bon pour nous, ça, on le sait. Si on écoute notre corps, si on écoute notre cœur, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc quand vous rencontrez un chaman, un praticien, comme quand vous rencontrez un thérapeute, prenez le temps de poser la question, de voir déjà dans sa vie si lui-même est heureux, s'il semble épanoui, s'il est encore en train de galérer et de se battre contre ses démons. Fuyez, hein. Et revenir à soi, à sa propre guidance. Ouais. Et ma dernière question justement, puisque tu en parles, le chamanisme en tant que chaman, c'est un chemin qu'on choisit ou c'est un appel qu'on peut pas vraiment refuser? Dans les traditions chamaniques mongoles, parce que comme je disais, en France, tout le monde veut être chaman. Moi, dans ma tradition en Mongolie, quand on apprend qu'on est chaman, c'est comme si on apprenait qu'on avait la peste, quoi. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on va consacrer notre vie à s'occuper des gens, et c'est ça l'engagement. C'est un engagement euh, non négociable, inconditionnel, où on va passer notre vie à soigner, à accompagner, autant qu'il y a des demandes. Donc c'est non-stop, accompagner les défunts, accompagner. Et souvent, les gens se disent, waouh, je préfère avoir ma vie de famille, avoir un truc un peu plus tranquille que Donc, pour autant, d'ailleurs, il y a en Mongolie, c'est très fort ce qu'on appelle la maladie du chaman, qui est des gens qui vont tomber malades, et puis des maladies difficiles à comprendre, et puis ils vont voir un médecin qui n'a pas d'explication, un deuxième médecin qui n'a pas d'explication, ils vont voir un chaman qui lui dit, bah, toi, tu as la maladie du chaman, c'est-à-dire tu as les esprits qui veulent t'incorporer. Et si tu résistes à ça, tu risques à tomber très malade. Et ça, il y a beaucoup de cas comme ça. Euh, pour moi, ça a été un petit peu différent parce que j'étais déjà engagé dans une voie spirituelle, c'est-à-dire que ça faisait déjà 20 ans que j'étais dédié, ma vie, elle est dédiée à accompagner, je fais ça 7 jours sur 7, enfin, c'est ma vie, je suis complètement dédié à ça. Donc, du coup, le chamanisme, enfin, l'incorporation des esprits, c'était comme un outil ou une voie en plus. Donc, du coup, j'ai dit, OK, j'ai accepté ça quand les chamans m'ont dit qu'il fallait que je fasse, quand les chamans de Mongolie m'ont dit de faire ça, ben je l'ai fait. J'aurais pu ne pas le faire. Pour moi, j'aurais pu ne pas le faire, continuer mon travail, je me sens aligné avec ce que je fais, mais j'ai reçu ça plutôt comme un cadeau de se dire, on va te donner un outil en plus pour te permettre d'être mieux connecté, tout simplement. Et pour moi, ça s'est passé comme ça. Euh, Maintenant, on peut encore, parce que je dis ça, parce que j'ai des gens des fois qui me disent, ça y est, je crois que je suis chaman, qu'est-ce que je fais avec ça? Et pour moi, c'est comme si je disais, bah, ça y est, je crois que j'ai un don pour danser ou pour chanter, qu'est-ce que je fais avec ça? Bah, maintenant, tu vas bosser. Tu vas bosser, il y a 10 ans de travail pour apprendre, parce qu'on peut avoir une reconnaissance, un don ou une capacité ou une vocation, c'est 90% de transpiration et 10% d'inspiration. Donc ça veut dire, même si quel que soit, que j'ai un petit peu de talent pour jouer au tennis, pour courir ou truc, il va falloir que je bosse si je veux en faire quelque chose.
C'est très beau, merci beaucoup Arnaud, c'est très inspirant et puis, bah, pour, toutes les personnes qui ont apprécié, ton message, ton discours, tu partages, beaucoup, beaucoup de choses. Tu as Mmh. écrit 22 livres dont, La puissance des rituels, hein, qu'on peut retrouver en librairie et puis, bah, vous pouvez aussi découvrir, ton magnifique film Étugène Ah oui, qui retrace un voyage initiatique autour de la question du sens de la vie, à la rencontre de chamans, de guérisseurs, de yogis, de médecins et puis on peut aussi se former à tes côtés avec, l'Académie de l'Acte, l'école du chamanisme, unifié. On va mettre tous les liens en description. Tu produis, tu écris, tu crées énormément de choses. C'est un ouais, très bel univers qui est très riche, avec une belle équipe derrière toi, hein, je ouais, crois. ouais, je suis très soutenu. Donc, merci beaucoup à toi, à ton équipe et puis à vous qui nous regardez, bah, si cette émission vous a touché, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un j'aime, à vous abonner. C'est grâce à vous que cette chaîne, continue d'exister. Merci encore Arnaud. Avec plaisir et merci pour ce que tu fais. Au revoir tout le monde.